Pendant des années, je me suis posé une question qui m'a bien compliqué la vie. Une question qui m'a souvent réveillé la nuit. Cette question, elle est même pas compliquée. Hein. Elle est même pas compliquée. Mais elle m'a tellement fait réfléchir que j'ai décidé de faire un doctorat pour y répondre. J'ai monté une boîte pour y répondre. J'ai même écrit un bouquin dessus. Vous dire à quel point ça m'a fait réfléchir. Et je pense que si je vous la raconte, cette question, ça va vous faire rigoler. Qui est le plus intelligent entre Einstein et Ribéry? Comme certains diraient, vaste programme. Et c'est un sujet auquel je pense avoir trouvé une réponse. Une réponse claire que j'aimerais partager avec vous ce soir, maintenant que je dors un peu mieux. Mais juste avant, j'aimerais revenir sur cette notion d'intelligence. Et je pense que la période qu'on vit actuellement pose le bon contexte pour ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il faut être au top. Better, faster, stronger. Moi, personnellement, j'ai le sentiment que si je me relâche un instant, je coupe un peu trop de mes mails et je coupe un peu trop de mon rythme quotidien, je n'arriverai pas à me reconnecter. Je n'arriverai pas à reprendre le dessus. Et je me dis vraiment, il faut rester au top. Et sincèrement, j'ai le sentiment que ce n'était pas pareil avant. Qu'avant, on n'était pas dans ce rythme, on n'était pas dans cette incertitude, cette soudaineté, cette brutalité. En fait, cette incertitude, cette soudaineté, c'est la norme dans l'histoire de l'homme. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu comme une parenthèse, enfin ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ces quelques dernières centaines ou milliers d'années. Puisque avant la sédentarisation, avant les villes, en gros, avant les 10 000 dernières années, le quotidien était certain, incertain et dangereux. Chaque jour, l'homme luttait pour sa survie. Imaginez, dans la nature, on n'a pas de grosses griffes pour aller trancher des animaux, on n'a pas de carapace impénétrable pour se protéger. Et face à des prédateurs, en fait, dans la nature, on n'emmène pas lourd. Hein. Concrètement, si on regarde la chaîne alimentaire, une échelle qui va de 1 à 5,5. C'est un peu le jeu du qui mange qui. 1, c'est le plancton. Tout le monde peut manger le plancton ne peut pas se défendre. 5,5, c'est ce qu'on va appeler les super prédateurs. L'ours polaire, le grand requin blanc, l'aigle royal. Aujourd'hui, ils ne nous font pas peur, mais je vous garantis que je vous mets tout seul dans la nature, ils vous font peur. Hein. Et nous, parce que nous, dans cette échelle, en fait, on est à 2,2. 2,2 sur 5,5. Pour vous donner une idée, on est à peu près au même niveau que les anchois et les cochons. Oui, tout à fait. Nos prédateurs naturels sont les mêmes que ceux des anchois et des cochons. Je vous garantis que ça fait un paquet de monde qui veut nous mettre au menu. Et pourtant, ce soir, on est là, tranquillement assis. On ne se sent pas vraiment menacé. On est en sécurité, on a du confort. Et à quoi on le doit, ça ? En grande partie, on le doit à notre cerveau. Notre cerveau qui est une arme adaptative incroyable. C'est notre cerveau qui nous a permis d'utiliser notre environnement pour notre sécurité, pour notre confort, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et plus particulièrement dans le cerveau, la couche superficielle, qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur, qu'on appelle le néocortex. C'est ce qui nous sépare de la plupart des animaux. Et c'est ce qui nous permet d'être conscients, d'avoir toutes les facultés qu'on a. On ne va pas faire un cours d'anatomie, mais il y a 2 parties que j'aimerais détailler un petit peu sur ce néocortex. Il y a une partie, là, située à l'arrière, qui s'appelle le cortex pariétal, au niveau de la calvitie chez les messieurs. C'est vrai, c'est facile à identifier. Et ce cortex pariétal, il est responsable de la mémoire et des habitudes. Tout ce qu'on apprend dans notre vie, c'est stocké là, un peu comme le disque dur du cerveau. Au XXe siècle, en fait, cette zone-là, c'était la star. Je ne vais pas le faire ici parce que je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais quand on le fait avec des gens qui ont 30, 40, 50 ans et qu'on dit un gros 1515, vous avez tout le monde qui répond un gros Marignan. Ah, bon, ça marche encore. Et donc ça, c'est pareil pour tout. On devait apprendre les départements, on devait savoir. Pourquoi ? Parce que le XXe siècle était un siècle où il fallait exécuter, reproduire et finalement simplement renvoyer de la connaissance. Et ça suffisait pour être performant. Au XXIe siècle, les règles sont différentes. Le monde change en permanence et donc savoir des choses, ça ne nous sert pas à grand-chose. Déjà parce que Google le sait mieux que nous, mais surtout parce qu'il faut savoir s'adapter en fait. Ce qui compte, c'est de pouvoir utiliser son environnement pour s'adapter, comme dans le passé. Et c'est ça l'intelligence.
c'est la capacité à s'adapter. Et quelque part, j'ai l'impression que l'homme des cavernes était beaucoup plus intelligent que nous, finalement. Parce qu'aujourd'hui, nous, on stresse parce qu'on va changer 10 fois de job dans notre vie. Et ça me ramène à ma question. Qui est le plus intelligent entre Einstein et Ribéry? Bon. D'un côté, on a un scientifique de génie, capable de résoudre les équations les plus complexes au monde et de comprendre le monde comme personne. D'un autre côté, un footballeur de génie, capable de prouesses techniques exceptionnelles. Et j'appuie sur le mot exceptionnel. On prend l'exemple d'une reprise de volée par Franck Ribéry. Il faut être capable de voir le ballon arriver, une belle parabole. Anticiper le point de chute du ballon, la vitesse résiduelle, l'angle, puis positionner son corps dans l'espace pour pouvoir frapper le ballon au bon endroit, avec le bon angle, avec la bonne force, au bon moment, c'est-à-dire à la demi-seconde précise. Puis ensuite, anticiper le mouvement des défenseurs, la vitesse du vent, le mouvement du gardien, pour que le ballon finisse dans la lucarne. Tout ça en 3 secondes. Sincèrement, Einstein, en 3 secondes, il ne les pose pas tous les calculs, pour vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un fait. L'intelligence, c'est de la puissance de cerveau avant tout. Et les deux l'ont. Einstein et Ribéry ont une très grande puissance de cerveau, mais ils ne l'utilisent pas de la même manière. On peut comparer ces deux grandes personnes à des véhicules. Donc 2 véhicules qui auraient tous deux une très grosse puissance de moteur, des gros V12. D'un côté, Einstein, ce serait un peu comme une voiture de sport, une très belle voiture de sport très puissante. D'un autre côté, Ribéry, ce serait comme un bateau très puissant, un hors-bord. Sauf que la société dans laquelle on vit, c'est plutôt une route. Elle favorise les voitures de sport. Les personnes comme Einstein. Et pour les personnes comme Ribéry, il faut arriver à trouver son lac. Pour Ribéry, ça a été le terrain de football. C'est ce qui lui permet de briller, c'est ce qui lui permet de révéler son intelligence. Mais tout le monde ne trouve pas son lac, tout le monde ne trouve pas sa forêt. Et donc, finalement, quand on pose la question de qui est le plus intelligent entre Einstein et Ribéry, on pose une mauvaise question. On pose une mauvaise question et c'est ce que j'ai mis toutes ces années à comprendre. Les intelligences sont multiples, oui. Elles passent par le fait qu'on a une grosse puissance de cerveau et après on a une sensibilité, une manière de l'utiliser. Les hommes politiques, les grands cuisiniers, les grands combattants, les vétérinaires, chacun, ils ont un énorme talent à leur manière et ils l'expriment dans leur propre style. Et ça, en fait, dans mon doctorat, on a travaillé sur les critères de la performance, de quelque chose de beaucoup moins romantique que tout ce que je viens de vous raconter, très critérisé. Et en fait, il y a 4 grandes compétences qui déterminent la performance au XXIe siècle, dans un monde où tout change, où il faut s'adapter. Ces 4 compétences, c'est ce qu'on appelle les 4 C. La créativité, pour pouvoir trouver des idées originales, vu que les situations qui se présentent, on ne les connaît pas, pour innover, pour inventer. L'esprit critique, qui vient de critical thinking en anglais, qui veut dire penser la bonne chose au bon moment, pour pouvoir analyser, trier, recouper les informations, faire les liens, résoudre les problèmes. Puis la communication, pour échanger des messages entre nous, parce que les problèmes, il faut les résoudre à plusieurs, on n'est pas tout seul. Et donc ça demande déjà beaucoup d'empathie, cette notion de communication. L'empathie, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans le néocortex, c'est sur le côté ce qu'on va appeler les lobes temporaux, avec les neurones miroirs, qui nous permettent de bien associer les émotions et les actions des personnes avec qui on interagit. Encore un avantage évolutif. Et la collaboration, qui a pour but de nous permettre d'interagir pour pouvoir atteindre un objectif commun. Créativité, esprit critique, communication, collaboration. Ces 4 C, elles sont au cœur de la performance du XXIe siècle. Demain, vous serez recruté par ces 4 C. Demain, au travail, ce sont ces 4 C qu'on cherchera à développer chez vous, et non plus le cours d'anglais de base de Demos. Non, ce qui se passera demain, c'est qu'on demandera de vous que vous soyez capable de vous adapter à travers ces 4 C. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas choisir pour vous. C'est la manière dont vous utiliserez ces 4 C. Est-ce que vous les utiliserez comme Einstein, comme Ducasse, comme Ribéry? Parce que vous avez chacun une sensibilité. La société a tendance à mettre les gens dans des moules. Le système éducatif, le système productif, le travail. Ils exigent de vous que vous soyez des petits Einstein. Et c'est ce qu'on vous demande. Personne n'a jamais transformé Ribéry en Einstein. Mais Ribéry peut être Ribéry.
Et j'ai la conviction que demain, dans une société où tout le monde aurait développé les 4 C, mais chacun selon son propre style, on verrait émerger une vraie société de l'intelligence collective. Une vraie société où chacun peut trouver sa place, chacun a la chance de faire la différence. Ça peut paraître utopique comme ça, mais j'y crois. Et je vais vous dire pourquoi j'y crois, pour 2 raisons. Premièrement, parce que le cerveau est câblé comme ça. Le cerveau est fait pour s'adapter. Ces intelligences qu'on peut appeler logico-mathématiques, kinesthésiques, naturalistes, peu importe, on ne les a pas inventées. Ce sont nos héritages. Ces intelligences, ce sont des avantages évolutifs qui nous ont permis de survivre et d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et la société moderne dans laquelle on vit, elle ne sait pas les exploiter. Deuxièmement, la nature. La nature, c'est un très très bon benchmark. Pourquoi ? Parce que la nature, elle garde que ce qui fonctionne. Donc si on observe la nature, on sait ce qui fonctionne. C'est le principe du biomimétisme, mais c'est vrai. Et dans la nature, l'intelligence collective existe à tous les étages. Qu'on regarde chez les fourmis, chez les abeilles, chez les dauphins, mais même entre les espèces. Et dans les écosystèmes matures, ceux qui sont là depuis longtemps, donc ceux qui marchent, la compétition a disparu. La compétition n'existe même plus. Remplacée par la symbiose, par la collaboration, par la coopétition parfois. Mais globalement, la compétition a disparu. Et j'ai le sentiment que si demain on accepte la diversité des gens, si on est capable de développer ces 4 C sans forcément imposer un style pour les développer, on est capable de faire émerger cette société de l'intelligence collective. C'est Einstein qui disait que si on juge un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, le poisson finira par penser qu'il est stupide. Alors moi, je propose 2 choses. Je propose déjà qu'on arrête de juger les poissons. Et deuxièmement, qu'on les laisse nager dans l'eau. Parce que finalement, ce sont nos héritages qui vont déterminer notre avenir, qui vont choisir le modèle de société dans lequel on va évoluer. Merci.